Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. On se souviendra que le 18 février 2006 au 18 février 2023, ça fait exactement 17 ans que notre constitution existe. Une constitution qui est intervenue dans un contexte politique particulier. Particulier parce que le pays connaissait à l'époque une situation qui ressemble à celle qu'il connaît aujourd'hui. Le pays n'avait pas de constitution. Le pays n'avait pas des institutions démocratiquement élues. Le pays avait besoin de renouer avec la stabilité politique. Et les Congolaises et Congolais ont décidé d'adopter par référendum du 19 au 20 décembre 2005 une nouvelle constitution qui a été promulguée le 18 février 2006. 17 ans après. Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre constitution? 17 ans après. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la résilience de notre constitution, qui n'a pas échappé au syndrome de la révision? Elle a été révisée le 20 janvier 2011. Cette révision qui est venue 5 ans après, a-t-elle permis à notre constitution de répondre aux objectifs pour lesquels elle a été écrite et adoptée? Pourquoi l'a-t-on révisée? Et qu'est-ce que l'on a gagné de sa révision? Doit-on encore réviser la constitution congolaise 17 ans après? Si on doit la réviser, c'est pour quelle finalité? Et c'est pour atteindre quel but? 2023 se dessine comme une année électorale pour la RDC. Et c'est à juste titre que l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique a approché la faculté de droit pour qu'au travers de cette conférence de presse, que nous puissions échanger sur une thématique assez importante. Constitution, justice et élection. Y a-t-il adéquation entre ces trois concepts? D'abord la Constitution, la justice et les élections. En d'autres termes, cette Constitution dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, a-t-elle servi pour une justice dans notre pays? A-t-elle été un indicateur important pour les élections? Les élections qui ont été organisées à 3 reprises, donc on a connu 3 cycles. On s'apprête à organiser le 4e cycle. On peut alors se poser la question de savoir si ces élections vont être différentes par rapport aux précédentes. Voilà autour de cette thématique que nous allons échanger avec vous. Je suis heureux de recevoir devant cette faculté de droit de l'Université de Kinshasa 2 de ses membres qui par ailleurs sont des législateurs. Il s'agit à ma gauche du professeur ordinaire André Mbata Mangou. Il est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Il est secrétaire exécutif de l'Institut pour la démocratie et la gouvernance
la paix et la démocratie en Afrique. Il est parlementaire parce qu'il est aussi premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà un universitaire doublé de la casquette de politique et de législateur qui va échanger avec vous sur la Constitution dans ses rapports avec la justice et les élections. À mon extrême gauche, vous avez le professeur Jacques Joli Esengekeli, également professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Il y enseigne, comme le professeur Mbata, le droit constitutionnel. Il est parlementaire, actuellement député national, mais auparavant, il a été sénateur. Donc, les deux personnalités ont un double regard sur la thématique d'aujourd'hui. Un double regard sur la Constitution, un double regard sur la justice, un double regard sur les élections, parce qu'il y voit toutes ces questions de l'intérieur comme de l'extérieur. Chers amis de la presse, chères étudiantes, chers étudiants, d'entrée de jeu, je voudrais dire un mot sur l'activité qui nous réunit. Je crois que l'assistant Roger Tamba a pu donner le cadre dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est que depuis quelques années, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique organise à chaque anniversaire de la Constitution une conférence pour essayer de vulgariser davantage la loi fondamentale de notre pays. C'est depuis le 10e anniversaire que nous avons pu organiser, que nous avons organisé à tout moment, donc à chaque anniversaire, une telle conférence. Je dois dire que la présentation a été faite, le doyen vient de partir. Je salue la présence du professeur Jacques Doli. Il a été présenté. Donc il a été sénateur, il est professeur des universités, il a été même à un moment donné vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Ma présentation à moi a été faite, mais peut-être un peu en partie parce qu'il faut aussi souligner que je suis professeur extraordinaire de droit à l'Université d'Afrique du Sud. Et cela est important parce que l'approche de la Constitution revêt son aspect là assez comparatif. Professeur, je suis donc content que vous soyez venu. Et en fait, organiser une fête de la Constitution en République démocratique du Congo sans la présence du doyen Sambo et sans la présence du professeur Jacques Doli dans notre pays, ce serait comme organiser un conclave au Vatican sans les cardinaux. Il fallait donc qu'il soit là pour que le conclave puisse avoir lieu. Sinon, le conclave n'aurait pas eu lieu. Donc, je remercie le pauvre d'être là. En fait, il faut dire que lorsqu'on parle du droit constitutionnel dans ce pays, on ne peut pas parler du droit constitutionnel dans ce pays sans mentionner les noms du doyen Essambo et le nom de Jacques Doli et d'autres évidemment qui sont de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui à l'occasion du 7e anniversaire de la Constitution. La question que l'on peut se poser, c'est la suivante. Pourquoi chaque année, l'IDGPS s'évertue-t-il à organiser une manifestation pour célébrer la Constitution de la République? Pourquoi? Alors que chacun va à ses occupations, il y a d'autres activités dans la ville, pourquoi chaque année organiser une fête d'anniversaire de la Constitution? Et pourquoi est-ce que ça doit être uniquement l'IDGPA qui l'organise? La réponse est la suivante. Chaque année, nous le faisons parce que, comme d'aucuns le savent, la Constitution est la loi fondamentale de notre pays. C'est tout ce que nos étudiants savent lorsqu'ils commencent ce cours de droit constitutionnel. C'est la loi fondamentale du pays.
c'est elle qui nous organise, la Constitution. C'est celle qui constitue l'État de la République démocratique du Congo. C'est celle qui fonde la République. Voilà donc son importance. Et on ne le dira jamais assez. Elle est sacrée. Et c'est le prof Joly qui aime souvent nous faire entrer dans le domaine du sacré et du spirituel. Donc en parlant de la Constitution, nous nous situons un peu dans ce monde-là du sacré et du spirituel. Et pour nous, c'est important de le faire. Parce que ce serait malheureux que le jour de l'anniversaire d'un acte qui fonde la République, que personne d'autre dans le pays ne pense à célébrer la Constitution. Sans la Constitution, vous n'auriez pas les droits dont vous jouissez. Sans la Constitution, vous ne jouirez pas des droits que nous réclamons au jour le jour. Sans la Constitution, nous n'aurions pas une presse libre et indépendante. Sans la Constitution, nous n'aurions pas des élections libres, transparentes et démocratiques telles que nous les réclamons au fil des années. Sans la Constitution, il n'y aurait pas de justice. Sans la Constitution, il n'y aurait pas d'État de la République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle la Constitution mérite d'être célébrée. Et celle-ci, elle mérite d'être célébrée pour plusieurs raisons. Nous l'avons souvent évoqué. Vous savez, depuis 1960, notre pays a adopté plus d'une dizaine de textes constitutionnels. Donc, au fil des années, nous avons été ce que le constitutionnaliste français Doran II appelait les pèlerins constitutionnels dans ce pays. Nous avons cheminé tels des pèlerins depuis mai 1960, des pèlerins passant par la loi fondamentale, des pèlerins passant par la constitution du 1er août 1964 dite de Louloabou, transitant par la constitution du 24 juin 1967, ces multiples révisions, la conférence nationale, des textes. Nous avons donc cheminé comme des pèlerins jusqu'au point où, à l'aune du dialogue de l'accord de Lusaka, notre pays était confronté à... Il était divisé en fait. Il était balkanisé, comme on le dirait, avec plusieurs administrations. Il a fallu le dialogue de l'accord de Lusaka. C'est l'accord de Lusaka qui prévoyait la tenue d'un dialogue intercongolais. Et ce dialogue intercongolais a eu lieu en 2002 en Afrique du Sud. Il y a eu l'accord de Sun City. Il y a eu un acte constitutionnel de transition et comme des pèlerins constitutionnels, nous avions donc atterri à un moment donné de ce pèlerinage. Nous sommes arrivés au 18 février 2006, le jour où le président de la République, en ce moment-là, Joseph Kabila, promulguait un texte qui avait été adopté par référendum constitutionnel. Et ce texte-là devenait, à partir du 18 février 2006, la constitution de la République qui nous régit à ce jour. Un heureux pèlerinage. Cette constitution mérite donc d'être célébrée parce qu'elle constitue, à mon avis, et sûrement de l'avis de plusieurs constitutionnalistes, un moment fondamental dans la marche constitutionnelle de ce pays vers la démocratie et le constitutionnalisme. Des gens sont morts. Plusieurs générations de Congolaises et de Congolais ont réclamé un texte tel que nous l'avons aujourd'hui. Je me souviens encore, en 2005, des milliers et des milliers de Congolais ont parcouru les forêts, les savanes. Ils ont traversé des ruisseaux, des rivières pour participer, prendre part au référendum avant que le président Kabila ne promulgue finalement le résultat de ce référendum, la constitution du 18 février 2006.
Je vous demande de vous retourner un peu de 7 ans en arrière. Qu'est-ce qu'était le Congo avant le 18 février 2006? Pour saisir l'importance de ce moment capital. Il est donc important que nous trouvons à la faculté de droit, ou que la faculté de droit permettant à l'IDGPA d'organiser cette conférence, que la faculté de droit donne un peu sa contribution en ce qui concerne l'importance de ces textes constitutionnels. La Constitution de la République, vous l'avez, nos étudiants savent, une constitution peut être écrite où elle est coutumière, la nôtre est écrite et la voici. C'est celle que nous célébrons aujourd'hui, la Constitution du 18 février 2006. Nous l'avons toujours dit, c'est au jour d'aujourd'hui, celle que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Le texte que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure? On l'a toujours dit, ou on l'a souvent dit. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit, du constitutionnalisme. Elle protège également d'une façon particulière, plus qu'aucune autre constitution auparavant, les droits auxquels les Congolaises et les Congolais, le droit donc que les Congolaises et les Congolais peuvent exercer dans notre pays. Cette constitution, dans le préambule, elle stipule clairement quel est le résultat du peuple. Nous, peuple congolais. Ce n'est pas la constitution donc d'un individu, ce n'est pas la constitution de quelqu'un d'autre, c'est notre constitution. Nous, peuple congolais. Unis par le destin. Donc, si nous sommes unis, si nous célébrons l'unité, le principe de l'unité est déjà posé dans la Constitution de la République. Unis par le destin et par l'histoire. Unis autour de quoi? Unis autour de nobles idéaux, de paix, de justice, de liberté. Eh bien, ce sont là des principes qui sont posés dans la Constitution. Et cette Constitution réaffirme déjà notre détermination commune. Votre détermination est la nôtre, de bâtir au cœur du continent africain un état de droit et une nation puissante et prospère. Donc en adoptant cette constitution, nous avons voulu établir d'abord un état de droit. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, revient constamment sur le thème de l'état de droit. Parce que c'est dans la Constitution, en adoptant cette Constitution, nous voulions établir un état de droit, mais aussi une nation puissante et prospère. Parce qu'il était évident pour les Congolaises et que les Congolais d'alors, ceux d'aujourd'hui et sans doute ceux de demain, il en sera de même, que nous ne pouvons pas bâtir au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère sans un état de droit. Et quel état de droit? L'article 1er est clair, nous avions voulu un état de droit démocratique. Cette constitution, elle est, comparativement aux constitutions précédentes, elle protège les droits humains, les droits de l'homme, mieux que toute autre constitution de la République avant elle. Les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, les droits des peuples sont tous protégés dans cette constitution de la République. Elle ne protège pas que les droits, elle protège également, elle précise les devoirs des citoyens congolais. Donc, en prévoyant les droits et les devoirs,
Cette constitution s'inspire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et parmi les devoirs, le premier devoir, à l'article 62 de la Constitution, j'aurais souhaité qu'en ce moment, on continue à distribuer les constitutions à ceux qui sont assis. Pour qu'à un moment donné, chacun puisse avoir sa constitution, qu'on n'attende pas la fin. Donc, elle protège les droits et les devoirs. Le premier devoir d'un Congolais et notre premier devoir, c'est de respecter la Constitution et les lois de la République. Sur le plan de l'organisation des pouvoirs, cette Constitution garantit le principe de la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu et John Locke et d'autres. Donc elle prévoit la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais on doit toujours le dire, la séparation des pouvoirs n'est jamais absolue comme Montesquieu l'aurait pensé. Et c'est dans le cadre de cette séparation de pouvoirs que nous avons un pouvoir judiciaire. Et vous avez là le deuxième thème de la conférence. Constitution, justice. À partir de l'article 149, vous avez la Constitution précise que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs et la justice est rendue au nom du peuple congolais. Nous y arriverons. Et au sommet du pouvoir judiciaire, nous avons la Cour constitutionnelle sur laquelle on a bien des choses à dire et bien des choses d'ailleurs ont été dites. Cette constitution prévoit à l'article 5 que le peuple congolais est souverain. Cette souveraineté s'exerce notamment par voie d'élection et du référendum. C'est pourquoi cette année, nous irons aux élections. C'est la raison pour laquelle le thème des élections a été également retenu. Les élections ont également été retenues comme l'un des thèmes de cette conférence. Cette constitution est la plus rigide. Nos étudiants font souvent la distinction entre la constitution souple, une constitution souple et une constitution rigide. Cette constitution est la plus rigide de notre histoire, jusque-là. Dans ce sens, qu'elle contient certaines dispositions intangibles. Il y a des dispositions qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Il n'est pas facile de changer cette constitution. Voilà donc d'entrée de jeu, à titre d'introduction, ce que je pouvais dire au sujet de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui. La parole sera plus donnée aux journalistes. Mais avant d'y arriver, je donne quelques minutes à mon collègue Jacques Doli, qui va également, d'une façon brève, faire quelques remarques sur ce thème, sur ce 17e anniversaire de la Constitution, avant évidemment que nous puissions vous donner la parole pour poser vos questions. Prof. Jacques Doli, vous avez la parole. Nous étions en plénière, j'aurais dit, le président, que sans objet. Mais comment ne pas dire quelque chose en cette journée? À cette occasion, vous avez posé des questions sur la Constitution, la justice, les élections. Mais moi, je voudrais qu'en cette journée importante, nous puissions avoir tous une pensée sur cette Constitution comme instrument de sauvegarde et de survie de notre nation à ce moment précis où cette nation est menacée. Sûrement vous dites, mais il y a une armée. Oui, on en parle à partir des articles 186 et suivants. Mais il n'y a
aucun instrument beaucoup plus puissant que cette constitution. Et le président l'a dit, parce que la constitution est l'instrument créatif de notre nation. Elle est sûrement la norme fondamentale, mais elle est la norme fondatrice de cette nation. C'est cette constitution qui nous crée. C'est l'acte créatif, c'est la génétique et de l'État et du pouvoir. Donc, aujourd'hui, c'est cette constitution qui sert de bouclier, de lance, la pierre sur laquelle cet État est assis et la pierre sur laquelle cet État doit se défendre. Nous avons tous étudié le fonction d'une constitution. Que ce soit la fonction génétique, et je viens de vous le dire, la constitution est la loi fondatrice de l'État. La constitution est l'acte créatif de l'État. Et nous nous retrouvons, selon la doctrine classique, sur 3 éléments ou 4 éléments constitutifs de l'État. Un territoire, une population, une puissance organisée, et cette puissance est à la souveraineté. Mais les PV des constats, l'acte de naissance, l'acte définissant l'identité de notre être collectif, c'est cette constitution. La constitution, c'est ce qui nous constitue. Ceux qui ont fait le latin savent que le mot constitution vient du latin constituere. C'est l'acte qui nous établit comme État. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jours fériés. Le 30 juin 1960, c'est la journée de notre proclamation de l'indépendance. Mais l'État n'existe que par la Constitution. Donc nous devons avoir une journée qu'on appelle Constitutional Day, le jour de la Constitution. Aujourd'hui, ça devait être un jour férié. N'eût été, et je voudrais remercier le président de l'IDGPA, le premier vice-président de l'Assemblée, le professeur Mbata, et la faculté de droit, de nous avoir fait sortir de l'auditoire pour que nous venions sur la place publique et rappeler ça. Nous sommes État par la Constitution et nous pouvons sauver notre État par le patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire, c'est un document qui constitue le ciment qui nous lie. Sans cette constitution, nous sommes un conglomérat de peuples. Nous sommes un agrégat de tribus et d'ethnies. C'est cette constitution qui nous donne l'identité comme État. Donc, ce que je vous dis, mais il y a d'autres personnes beaucoup plus érudites que moi qui l'ont dit. Quand je prends le père du droit constitutionnel français, Carré de Malbert Raymond, il dit que la naissance de l'État se place au moment où il est doté de sa constitution. Et notre professeur dira, Delpéré, si vous enlevez la constitution, la nation disparaît. Voilà pourquoi, au moment où notre pays est menacé par le statocide, c'est-à-dire on veut tuer le Congo comme État, par de puissances qui n'aspirent qu'à venir nous piller sous multiples formes depuis 1960, des rébellions factices et fatoches. Si on veut nous amener au génocide de peuple congolais, à chasser sur nos terres, nos frères, nos mères, pour les amener dans le cas de déplacés et mettre d'autres personnes, eh bien, c'est cette constitution qui nous protège. Et on leur répétera toujours que vous voulez être congolais. Mais la constitution dit, c'est que le Congo, à l'article 1er, il est bien écrit que la République démocratique du Congo est dans ses frontières de 30 juin 1960 un État de droit souverain. Et nous allons à la prochaine session
amendé cette disposition pour ajouter que le territoire congolais a une superficie de 2 345 410 km², pour que tous savent qu'aucun centimètre de ces 2 345 410 ne peut partir. Nous allons mettre ça dans la Constitution comme un acte constitutif. Ceux qui veulent devenir congolais par embuscade doivent savoir que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est cette constitution qui le dit. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Aucune autre. Et la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition. Et la constitution vient plus loin. Tout est congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. Vous n'allez pas venir congolais par métaphysique, non. Il faut être là. Voilà, honorable président, ce que je voulais dire, rappeler aux uns et aux autres que cette constitution n'est pas un vulgaire chiffon de papier. La date d'aujourd'hui, ce n'est pas une date à banaliser, c'est la date sacrée de la prise en compte du 5e élément constitutif de notre pays, de notre État. Après les territoires, après la population, après la puissance publique, après la souveraineté, il faut toujours mettre ce 5e élément constitutif qu'est la Constitution. Je vous remercie. Mais pourquoi vous n'avez pas relevé les failles ou les faiblesses? Et quels sont les défis à relever? Disons d'abord une chose. J'affirme et réaffirme, sûrement avec force, et aussi avec toute l'autorité que me confère la science du droit constitutionnel, que cette constitution est au jour d'aujourd'hui la meilleure que ce pays a connue. Il n'y aura pas un constitutionnaliste venant du ciel pour affirmer le contraire. C'est la meilleure depuis que nous sommes indépendants. Mais lorsque je dis qu'elle est la meilleure, c'est parce que lorsque j'arrive à la comparer aux constitutions précédentes, donc comparer au texte des 60, la loi fondamentale, comparer à la Constitution de 64, comparé à la Constitution de 67 et à tous les autres textes, cette Constitution est la meilleure. Mais je dois tout de suite préciser, dire que la Constitution est la meilleure, ce n'est pas vouloir dire qu'elle est parfaite. Il n'y a pas de Constitution parfaite. Parce que beaucoup de gens évoquent souvent la Constitution américaine. Mais il n'y a pas de constitution parfaite. Et il ne peut pas y en avoir. Parce que la constitution est l'œuvre humaine. Si l'homme lui-même est imparfait et que la constitution est une œuvre humaine, comment pourrions-nous avoir une constitution parfaite? Elle est la meilleure, mais elle n'est pas parfaite. On peut la réviser. Elle est révisable. Elle contient aussi des faiblesses. Donc c'est ça le point sur lequel je tenais à insister. Mais très souvent, et c'est là l'intention des médias et des étudiants, nous insistons trop sur les faiblesses que sur les forces. Il nous faut davantage insister sur la force de la Constitution. Ce que Chevalier appelait la force du droit et du droit constitutionnel. Il y a des points sur lesquels elle peut être amendée. Bien sûr, la question de nationalité, qui à ce moment précis, elle est encore une et exclusive. Mais ce n'est pas une disposition intangible. Nous pouvons décider demain qu'aucun Congolais ne puisse perdre, même s'il est aux États-Unis, même s'il acquiert d'autres nationalités,
qu'il ne puisse pas perdre sa nationalité congolaise. Nous pouvons changer cela. Il y a d'autres dispositions également que nous pouvons amender et réviser. Mais elles contiennent des dispositions intangibles expresses qu'on ne trouve pas dans les constitutions antérieures. Et vous les avez à l'article 220. J'espère que chacun, au moins 125 personnes ont eu la Constitution. Il y en a, nous avons prévu 250 constitutions. Si 125 ont déjà eu le deuxième carton, c'est 125. Dommage pour ceux qui n'en auront pas. Donc on peut encore distribuer dans ce sens et dans ce sens les 125 constitutions. Donc les dispositions intangibles, le principe du suffrage universel ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça n'existait pas dans les constitutions précédentes. Le nombre et la durée des mandats présidentiels. Elle ne peut pas, le nombre et la durée du mandat présidentiel ne peut faire l'objet d'aucune révision. Et sur ce point, nous sommes revenus à plusieurs reprises. Au terme même de la volonté du constituant, on ne doit pas aller dans les débats inutiles, on n'a pas à y revenir ici. Un président de la République qui a fait 2 mandats ne peut pas faire un 3e mandat. Parce que c'est une disposition intangible. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc vous avez, je ne dirais pas des failles, mais c'est de fin. Mais il y a des points qui peuvent être améliorés dans la Constitution. Quels sont les défis à relever? Défis à relever, pourquoi? Votre question était incomplète. Peut-être vous voulez dire quels sont les défis à relever pour bâtir un état de droit démocratique. Il y en a plusieurs. Le premier défi à relever, c'est l'ignorance de la Constitution. C'est le premier défi. C'est l'ignorance de la Constitution. Pour moi, c'est le premier défi à relever si nous devons construire un état de droit démocratique. La plupart de nos compatriotes ne connaissent pas la Constitution. Lorsqu'on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, par exemple, et dans la presse, et nous sommes heureux d'être devant la presse, la plupart des gens ne connaissent pas la Constitution. Ils se limitent jusqu'à un paragraphe, jusqu'à une virgule ou à un point virgule. C'est le plus grand défi. Parce que pour défendre la Constitution, il faut d'abord la connaître. Comment défendront-ils une Constitution qu'ils ne connaissent pas? La Constitution dit par exemple à l'article 1er, la RDC est un État indivisible. Comment est-ce que les gens se battront pour l'intégrité territoriale s'ils ne connaissent pas la Constitution? Et d'autres défis, c'est lesquels? Après celui de l'ignorance, c'est l'application de la Constitution. C'est un défi. Il faut que les pouvoirs publics et que tous les citoyens respectent la Constitution de la République. C'est également un défi majeur. Je pourrais en donner plusieurs, mais je voudrais me limiter là. Les micros posent des problèmes. Donc, l'ignorance de la Constitution et son application et son respect par tous, ce sont des défis majeurs. Mais ça va sur votre commande. La question de Joël. Question de Joël. J'ai dit que cette constitution était la meilleure, mais vous nous rappelez qu'elle était, on nous a dit qu'elle était adoptée dans le contexte de la guerre. Est-ce que nous pensons la maintenir? Et pourquoi certaines dispositions intangibles ont été révisées par le passé?
ça ne change rien à la qualité de la Constitution. Lorsque le collègue a dit qu'elle était adoptée dans le contexte de la guerre, ce ne sont pas les belligérants qui l'ont réclamée. Parce que la façon dont vous posez la question, c'est comme si la Constitution était l'œuvre des belligérants, était l'intention des belligérants. Les belligérants étaient forcés au terme de l'accord de Lusaka. Ils étaient obligés d'adopter la Constitution pour arriver à la réunification du pays. Parce que chacun voulait garder son morceau. Si quelqu'un dominait le Nord, il voulait être roi sur le Nord. Ceux qui étaient à l'Est voulaient être rois, continuer à régner. Le gouvernement Kinshasa voulait continuer à régner. Ils étaient forcés d'adopter cette constitution. Elle est venue dans le contexte de la guerre pour mettre fin à la guerre. Donc, la constitution a permis de mettre un terme à la guerre. Et maintenant, nous sommes en guerre. Nous subissons des conflits. Nous avons des conflits armés. Cette constitution doit également nous permettre de mettre un terme à ces conflits armés, notamment à l'agression de notre pays par le Rwanda à travers le M23. Donc, c'est la constitution qui est venue continuer à mettre fin à la guerre. Et dans l'état actuel des choses, c'est elle qui nous permet également de préserver l'intégrité du territoire et de mettre fin à l'agression du pays par le Rwanda à travers ses marionnettes du M23. Certaines dispositions ont été révisées, d'autres aussi ont été violées. Donc c'est pourquoi j'ai dit l'un des défis, c'est le respect et l'application de la Constitution. Il y a certaines dispositions qu'on ne devait pas toucher. Mais dans tous les cas, cela ne change rien à ce que je disais auparavant. C'est la meilleure de la Constitution que nous avons depuis l'indépendance et nous devons la défendre et la sauvegarder. Robert Ndaye de RTNC, double nationalité, j'y ai répondu en partie, le peuple va y répondre. Article 86, qu'est-ce que le président de la République attend pour déclarer formellement la guerre au Rwanda? Bon, ça, c'est d'abord, c'est le président de la République. Il faut poser la question au président de la République. Mais je pense que le président de la République ne compte pas déclarer formellement la guerre pour mettre fin à l'agression rwandaise. Je pense que nous n'en aurons pas besoin. Je pense, à mon humble avis, que nous n'aurons pas besoin de la déclaration formelle de la guerre pour bouter hors du territoire le M23 et séparer Rwandais. Je crois que c'est la pensée aussi du président de la République. Je pense que nous n'en aurons pas besoin pour chasser le M23 et les Rwandais de ce pays. C'est pourquoi il n'a pas déclaré formellement la guerre. C'est ce que je pense à mon niveau. Voilà, je passe la parole au pauvre Johnny pour le reste des questions. Ils ont une autre nationalité qui joue aussi pour nous. Donc, jusqu'à nouvel ordre, dans le droit positif congolais, la nationalité congolaise est une et exclusive. Et la loi sur la nationalité congolaise articule cette exclusivité. Vous savez, la force d'une loi, la puissance d'une norme, très souvent c'est lorsqu'on la brandit. Lorsque cette question s'est posée, pas sous cette législature, mais sous la première législature, ils ont trouvé ce qu'ils ont appelé le moratoire, mais qui n'a aucun effet sur l'impérativité de ce texte-ci. C'était un arrangement entre acteurs de ce moment-là. La preuve,
lorsque on a eu les contentieux des candidatures lors des élections de 2018, beaucoup de candidats ont été recalés parce que il a été prouvé qu'ils avaient une autre nationalité. Et vous pouvez recourir à la jurisprudence assez nombreuse de la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas pu concourir ou compétir parce qu'ils avaient une autre nationalité. À partir du moment où vous connaissez un député qui a une autre nationalité, eh bien, vous pouvez saisir la Cour constitutionnelle. Et à tout moment, même à la fin de la mandature, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, obtenir qu'il quitte le Parlement. Ça, c'est les droits positifs congolais actuels. La nationalité congolaise est une exclusive. Il y a bien sûr des débats. Il y a le projet où on estime que cette option de l'exclusivité de la nationalité congolaise est radicale. Et on parle de la double nationalité. Mais l'opportunité de ce débat-là, c'est que nous n'avons pas encore maîtrisé notre fichier national d'identité et ce serait un risque majeur d'ouvrir la double nationalité. Et si par exemple nous, qui sommes du centre ou de l'ouest, nous n'avons pas beaucoup de problèmes, mais à l'est, cette question-là, c'est une question fondamentale qu'il faut apporter avec beaucoup de prudence. En tout état de cause, il y a une autre option qui est ouverte aujourd'hui. Celle de dire, et c'est que le président a donné, ce qu'on appelle l'impossibilité de perte de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, si tu es né congolais d'origine, même si tu prends une autre nationalité, tu garderas ou tu garderais ta nationalité congolaise. C'est une option. Mais cette option pose aux radicaux problème. Nous tous, nous avons été, le président est là, moi je suis là, soumis aux contraintes de la survie extérieure. Mais à partir du moment où vous avez pris notre nationalité, ça peut être aussi interprété comme une infidélité à ta nation. Mais c'est un débat qui est ouvert, mais en tout état de cause, aujourd'hui, la nationalité congolaise est une et exclusive. Et il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de doctrinaires qui continuent à estimer qu'il faut rester, compte tenu de la faiblesse de notre administration en matière de recensement, il faut d'abord rester dans cette position. La deuxième question, c'est sur l'état de siège. L'état de siège aurait causé beaucoup plus de morts que l'état normal. Mais c'est normal. Lorsque vous déployez les hommes, lorsque vous lancez la machine militaire, les dégâts collatéraux peuvent être énormes. Je suis membre de la commission défense et sécurité. Il y a 2 provinces qui sont sous état de siège. l'Ituri et le Nord-Kivu. J'ai participé à plusieurs sessions, commissions d'évaluation ici et in situ. L'Ituri aujourd'hui n'est plus en état de belligérance absolue. L'Ituri aujourd'hui a un problème de dialogue intra- et intercommunautaire et du lancement du processus
de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire, ce processus n'a pas encore commencé. Tous les groupes armés, à cause de la puissance de feu de l'armée, sont prêts à aller au processus. Mais le processus n'a pas encore démarré. Donc, il n'y a plus dans les 6 territoires de l'Ituri des territoires où l'autorité de l'État n'est pas affirmée. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique non conventionnelle. Nous ne sommes pas en face d'une armée classique. Nous avons des groupes armés qui sont devenus beaucoup plus mobiles, président, et qui se déplacent. C'est beaucoup plus du banditisme qu'une guerre classique. Mais il y a des morts, et ce qui fait mal, et il faut continuer. Dans le Nord Kivu, l'état de siège a pu déplacer l'ADF, détruire toute le base. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que le Rwanda va profiter, parce que le Rwanda n'était pas d'accord avec notre état de siège. Donc il y a une instrumentalisation du désordre congolais qui profite à ces voisins-là. Le Rwanda l'a dit ouvertement, nous ne sommes pas d'accord avec l'état de siège. Je dis, mais est-ce que vous êtes congolais pour être d'accord ou ne pas d'accord avec nous? C'est alors qu'un mouvement qui a été défait, désarmé en 2013, a été revitalisé intentionnellement par le Rwanda et les autres pour venir nous créer un problème. Les problèmes aujourd'hui dans le Nord Kivu, ce ne sont pas les groupes armés autour duquel le processus de l'état de siège ont été lancés. C'est beaucoup plus le M23 qui est né dans un schéma étatique rwandais pour nous déstabiliser. Et comme cette menace-là, de type conventionnel, n'était pas planifiée, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts. Et vous suivez que Kichanga, les gens se cachent maintenant derrière la MONUSCO. Et le feu va continuer. En tout état de cause, dans les discussions du Parlement avec l'exécutif, et particulièrement le chef de l'État, nous avons discuté. Et le président dit, nous allons convoquer. Il était question que nous nous retrouvions dans une table ronde pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure alternative à l'état de siège. Parce qu'il ne suffit pas de dire, nous quittons l'état de siège. Nous quittons l'état de siège pour faire quoi? Et c'est à ce moment où nous devions aller à cette discussion entre les autorités militaires centrales et de l'état de siège, les députés nationaux, sénateurs et autres acteurs politiques de l'Ituri dans le Kivu, pour trouver l'alternative qu'il y a cette affaire de M23. Donc au niveau du chef de l'État, et je ne suis pas son porte-parole, la problématique de l'état de siège était déjà une option qui était en train d'être revue. Voilà donc ce que je peux dire là-dessus. Une autre question, c'est de dire, cette constitution, c'est la constitution des belligérants. Mais à quoi sert la constitution? Les droits constitutionnels, c'est un droit de prévention des conflits et de gestion des conflits. Lorsque vous lisez l'exposé des motifs de cette constitution, on dit que la constitution a été élaborée pour mettre fin à la crise de légitimité, à la crise de gouvernance. Donc la constitution est une arme anti-crise. Donc on n'élabore pas la constitution pour aller danser. On élabore la constitution comme un PV de résolution des conflits et d'organisation du vivre ensemble. Donc, la Constitution, il y avait des belligérants, oui, mais il y avait aussi la société civile qui a pesé de tout son poids. Il y avait aussi l'opposition politique non armée, interne et interne. Mais il y avait surtout les débats qui a eu lieu
à l'Assemblée nationale, au Sénat et au sein de la population congolaise pour dégager les options fondatrices de cette constitution. Dire que c'est une constitution des belligérants, ben, c'est une option de langage, mais cette constitution est là pour résoudre un problème d'organisation du pouvoir maintenant. Et ça fait 17 ans qu'elle est là. On a parlé de la résilience. C'est la constitution qui a plus duré dans notre histoire politique. Le Congo, c'est un pays de kermesse constitutionnelle et de carcasses constitutionnelles. C'est pour la première fois que nous avons une constitution qui est là. Je comprends le sentiment de frustration qui nous anime tous. Mais il faut revenir aux fondamentaux du droit international. Et ici, nous sommes à la faculté de droit. Il y a plusieurs types d'accords de coopération. Il y a la coopération économique, il y a la coopération judiciaire, il y a aussi la coopération en matière de défense. Donc, dans les cadres des accords de défense, nous pouvons recourir, surtout lorsque cette agression, La légitime défense, c'est un droit consacré par la Charte des Nations Unies. Et les États peuvent se défendre seuls ou de manière collective à travers les accords de défense. Ces accords de défense vont de l'accord d'aide militaire en matière de formation, en matière de coopération, en matière d'entraînement et même en matière de présence de troupes étrangères sur votre sol. C'est un problème de souveraineté. Nous avons apprécié avec qui assurer notre défense collective, notre sécurité collective. En 1998, nous avons dans le cadre de la SADC fait venir les troupes zimbabwéennes, namibiennes et autres lorsque le Rwanda et l'Ouganda étaient en train de soutenir l'RCD et l'MLC. Et les choses se sont passées plus ou moins bien. Donc, les recours à de multiples formes de coopération, ben, c'est normal dans les relations avec les États, pas simplement en Afrique. La France fait partie de l'OTAN. Il y a ici, nous avons vu le force européenne venir. Donc la mutualisation de forces dans le cadre de la coopération internationale en matière de défense existe. Et le Congo, c'est un État comme tous les autres États. Si l'Ukraine aujourd'hui tient le coup, vous n'allez pas dire c'est parce que l'armée ukrainienne est là. C'est parce qu'il y a l'appui en homme même sur le sol ukrainien. Et la Russie, si la Russie tient le coup, c'est parce que la Russie a des accords avec les Chinois et les Iraniens. Mais la vraie question, c'est comment nous devons assumer, nous Congolais, notre intérêt dans cet accord. Ça, c'était notre débat. Mais sur le plan de principe, il n'y a pas de problème. Et dans cette même perspective, vous allez parler de l'EAC. Dire que le président a signé seul cet accord, c'est faux. Sur base de l'article, je crois, 215, les traités de commerce, les traités accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ce qui engage les finances, ce qui modifie les dispositions, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange à jonction du territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Il y a eu débat à l'Assemblée sur notre intégration à l'East African Community et le Parlement a
autoriser le chef de l'État à ratifier cet accord. Et l'accord sur l'East African Community, comme tous les accords sur la SADC, et même avec les CAC, comporte toujours une dimension militaire de défense. Dans le cas de la SADC, je vous ai parlé, il y a un organe de défense qui nous a permis d'avoir les troupes zimbabwéennes et autres ici. Dans le cadre de la CAC, nous avons envoyé les troupes en Centrafrique. Et il y a ce qu'on appelle la brigade d'attente. Donc il y a au niveau de l'Union africaine une architecture de sécurité et de paix en Afrique qu'on appelle ASPA, qui prévoit l'organisation d'appui à la défense dans l'Afrique en termes de communauté. La CAC, malheureusement, le système de CAC est très défectueux. Alors, vous allez me dire, l'East African Community, pourquoi vous avez dit oui, pourquoi vous avez dit non? Nous avons ici des étudiants qui font le cours de relations internationales des géopolitiques. La République démocratique du Congo, c'est un État qui a pour caractéristique géophysique la centralité. C'est-à-dire, l'Afrique centrale va de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Et nous sommes entourés par 9 voisins. Si nous allons dans la CAC, c'est l'espace occidental. Nous avons comme voisin l'Angola, le Congo-Brazza. Et nous devons, dans le cadre de la coopération régionale, nous sommes obligés d'intégrer la CAC. Dans le cadre de la partie orientale, ne prenez pas Kinshasa comme seul élément de référence. Tous les commerces orientaux chez nous là à l'est, le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri et même une partie du Katanga vivent essentiellement du commerce qui se fait par les pays qui sont le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Et tous ces commerces, il y a 2 ports qui nous ravitaillent. Le port de Dar es Salaam et le port de Mombasa. Donc, naturellement, dans le cadre du commerce qui doit faire vivre la RDC, nous sommes obligés d'être dans la COMESA et dans la CAC, dans l'East African Community. C'est la géographie qui impose. Si vous allez à Bunia, vous allez utiliser beaucoup plus le chelin que la monnaie congolaise. Vous allez commercer avec l'Ouganda. Si vous allez au nord, vers Aba, nous avons les commerces avec le Soudan du Sud. Et au sud, nous avons les Katanga, les Kasaï, qui sont pratiquement asphyxiés parce que nous devons travailler avec la SADC. Donc, la multilatéralité de nos accords est imposée par notre géographie. Et c'est très difficile de dire que nous quittons l'East African Community pour aller simplement être dans la CAC, nous devons quitter la SADC. La SADC, tous les commerces au Katanga, ce sont des camions qui viennent chaque jour à Kasumbalesa pour aller en Afrique du Sud. Ceux qui sont au Katanga, beaucoup de gens prennent des bus là-bas pour aller en Zambie, pour aller en Afrique du Sud, pour aller au Zimbabwe. Donc, les droits du commerce international est un droit consécutif à la géographie. Alors, aujourd'hui, nous avons, vous et nous, le sentiment que l'East African Community ne joue pas franc jeu. Que les troupes qui sont là semblent avoir beaucoup plus de sympathie envers les bandits qui nous attaquent.
Le premier à le dire ouvertement, c'est le chef de l'État. Il a fait ça, n'est-ce pas? À ce monsieur-là qui est le commandant Niagali, il faut faire attention. Donc aujourd'hui, et je m'excuse, monsieur le président, de violer les secrets, nous avons appelé le chef d'état-major général et le ministre de la Défense pour nous dire qu'est-ce qui se passe avec les amis des troupes d'East African Community. Nous avons l'impression qu'ils sont en train de nous jouer un jeu. Si ça continue comme ça, nous allons dire au chef de l'État que nous allons quitter cette communauté. Parce que n'oubliez pas que nous sommes entrés de manière souveraine, nous pouvons aussi quitter de manière souveraine. C'est ça l'état de droit, c'est ça les relations internationales. Les relations internationales sont dominées par le principe du conventionnalisme et le principe de la souveraineté. Donc si nous, Congolais, nous estimons que les mécanismes de coopération militaire que nous avons mis en place, si l'attitude de troupes d'East African Community ne respecte pas ce qu'on appelle les SOFA, c'est-à-dire l'accord des sièges, si ça ne respecte pas les concepts opérationnels avec lesquels nous nous sommes entendus, nous les avons appelés pour nous aider à combattre les bandits, y compris les M23. Si nous commençons à voir que les M23, ils sont en train de rigoler avec eux, au lieu de les frapper, nous avons le droit de dire, monsieur, foutez le camp. Merci. Lorsqu'on parle de l'état de droit, il n'y a pas seulement que l'état de droit interne, il y a aussi l'état de droit international. Qu'on se le dise, l'état de droit, ce n'est pas seulement une notion de droit public interne, c'est aussi une notion de droit public international. C'est ainsi qu'on parle de l'état de droit international. Merci, prof, pour ces précisions-là, du point de vue juridique. Et vous avez tout à fait raison. Vous savez, lorsqu'on parle de ces questions, je l'ai dit au départ, on ne peut pas parler du droit constitutionnel au Congo sans le professeur Jacques Ndjouli. On ne peut pas. On ne peut pas parler sans le prof Sambo. Parce que les meilleurs constitutionnalistes de ce pays se trouvent dans cette faculté. Donc c'est bien de se nourrir à la source. Les meilleurs experts se trouvent dans cette faculté qui est, dont nous faisons partie. Et revenant sur les questions des traités, je crois que notre ami Kaloubi a voulu tout simplement exprimer la position de plusieurs personnes qui ne connaissent pas le droit, encore moins le droit international. Parce que le chef de l'État, il est le chef de l'État. C'est lui qui signe et ratifie les traités et accords internationaux. Vous avez votre constitution. C'est quel article? Le prof a évoqué, je crois, l'article 215. Il signe et ratifie. C'est qui? Le chef de l'État. Ce n'est pas nous le Parlement. Ce n'est pas vous qui êtes dans l'opposition ou aspirant chef de l'État. Non. À l'heure d'aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. Article 69, c'est lui qui représente la nation. Lui seul représente la nation. C'est un privilège énorme que le prof Ndjouli et moi-même, nous avons la chance de partager avec le chef de l'État seul. Parce qu'il n'y a que deux catégories de personnes qui représentent la nation dans ce pays et qui peuvent parler au nom de la nation. Un, le président de la République. Deux, les députés nationaux. Il n'y a que ces deux catégories de personnes. Un ministre ne représente pas la nation. Dans ce pays, ce n'est pas un opposant, ce n'est pas un membre de la société civile ou ces nombreux constitutionnalistes des réseaux sociaux. Non. C'est le président de la République qui représente la nation et les députés nationaux. Et ici, c'est lui qui signe et ratifie. Le prof Jacques Ndjouli a donné la raison. Compte tenu de notre position,
Nous appartenons à toutes ces communautés et le président a pris une décision courageuse de nous faire adhérer à l'East African Community. C'est ça qui permet à nos compatriotes qui sont à Béni. Ceux qui sont à Béni ne viennent pas à Kinshasa. Il y en a qui ne viendront jamais à Kinshasa. Ils traversent, ils sont en Ouganda, ils sont en l'Est, ils prennent l'avion à Nairobi, ils sont partis. Et grâce à cet accord, notamment, nos compatriotes qui font du commerce à Bouta ou ailleurs, ils savent aller à Nairobi sans visa. Cet accord a été demandé, l'accord de commerce, depuis plusieurs années. Ils savent aller à Nairobi sans visa. Ils savent aller faire leur commerce. Ils savent aller à Mombasa sans visa. Donc le président de la République a pris une décision courageuse. Et au lieu de critiquer cette décision, il faut plutôt le féliciter pour cela. Et ça, c'est l'une des marques. On reconnaîtra dans l'histoire que Félix Tshisekedi, comme président de la République, il a pris une bonne décision de nous faire adhérer à East African Community. Parce que nous sommes appelés à être grands. Et nous sommes appelés, une nation puissante et prospère au cœur de l'Afrique, nous sommes appelés à dominer la région. Et le président de la République a ce sens-là de la grandeur. Et la SADC, et East African Community, et la communauté des États de l'Afrique centrale, nous sommes appelés à dominer, à exercer notre impérialisme, même si ce n'est pas encore arrivé. Donc c'était une décision courageuse. Et en droit international, nous pouvons nous retirer. On ne peut pas parler de East African Community sans connaître l'accord qui régit. Mais l'article 145, si je me rappelle bien, du traité qui institue East African Community, et nous donne le droit de nous retirer. Mais qui peut retirer? Le président de la République, lui seul, ne peut plus nous retirer de East African Community. C'est le Parlement. Ça doit venir du Parlement. Oh, pourquoi est-ce que le président ne nous retire pas? Non, il n'a plus cette compétence-là, il nous a engagés. C'est la nation. L'article 145 donne la place, l'initiative de départ, c'est le Parlement qui va demander au gouvernement de retirer. Et pendant 12 mois, malgré cela, nous resterons encore liés. C'est ça le droit international. Pacte sunt servanda. Et vous étudiez le droit des traités. Pacta sunt servanda. Les traités doivent être respectés parce que nous sommes un État de droit. Et avec Félix Tshisekedi, donc, nous avons fait des avancées pour évoluer dans l'institution de l'État de droit. On a parlé des élections, on a parlé de la justice, mais l'année qui s'achève, nous sommes heureux d'entrer dans un nouvel anniversaire avec une nouvelle Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Parce que c'est l'expression de la volonté du chef de l'État, de notre volonté commune, d'avancer sur le chemin du respect des droits de l'homme. Donc, il n'y a aucun problème quand on dit les accords. Mais pourquoi est-ce que le Parlement n'a pas... Mais quels accords? Très souvent, il a signé les accords. Quels accords? Il n'a pas signé des accords de compromission comme l'auraient fait les autres. Non. Il est le premier président qui vous dit c'est Kagame qui nous agresse. Alors que d'autres, ils se taisaient dans toutes les langues. Il est le premier à dire c'est Kagame. Il est le premier à dire c'est M23. Et partout nous avons été, nous le disons haut et fort. C'est Kagame quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Il est le premier à dire que nous n'allons pas céder un centimètre carré de notre territoire, ni au Rwanda, ni à aucune autre puissance. Donc voilà. En ce qui concerne la question de Kaloubi, mais vous posez plus de questions. Ici, c'est la faculté de droit. Et nos étudiants attendent, ce sont les meilleurs juristes qui s'expriment à partir de la colline inspirée. Évidemment, mon parti, l'UDPS. Mais nous avons le parti le plus démocratique. Notre chef, il ne l'avait pas fait, mais les militants et le combattant de l'UDPS, ils avaient adopté cette constitution. Donc il ne faut pas dire l'UDPS. Prenons par exemple actuellement où certains partis vous disent qu'ils ne vont pas aux élections. Nous n'allons pas nous enrôler. Est-ce que nous allons dire demain? Non, parce que leurs membres sont en train de s'enrôler.
Parce que leurs membres de famille sont en train de s'enrôler. Donc vous n'allez pas vous dire, non, nous sommes un parti démocratique. Et d'ailleurs en 2011, mais notre président avait prêté serment sur base de la Constitution. Parce que c'est lui qui était élu président de la République. Alors l'histoire qui sait quand même récupérer les choses, élu mais non proclamé en 2018, nous récupérons avec Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Proclamé, élu et proclamé cette fois-ci. Donc le discours politique entre l'inanition, ça c'est du passé, c'est de la politique. Mais du moins, vous avez dit que c'est la meilleure constitution de la République. Nous allons terminer par là. Et en remerciant, pour ma part, en remerciant les membres de l'IDGPA pour cette initiative, en remerciant le doyen Essambo, en remerciant mon collègue Jacques Dioli qui a toujours été avec nous pour cette célébration de l'anniversaire de la Constitution. Cet événement devait être célébré dans tout le pays. Et il a dit, on aurait souhaité que les médias, pendant toute cette journée, ne parlent que de la Constitution de la République. C'est cette Constitution qui nous permet d'avancer dans le domaine de la justice. C'est grâce à cette Constitution qu'on va aller également aux élections libres et transparentes.